Bonjour à tous. C'est un autre épisode de mon émission Fréquence hybride. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir encore un épisode entretien qui n'est pas que sur l'analyse de musique de film. Et aujourd'hui, si je peux dire je reçois, mais on se reçoit ensemble avec Yevgeny Galperin, un compositeur de musique de film qui est un compositeur français d'origine russe et ukrainienne et qui a beaucoup travaillé dans la musique de film, autant même un peu moderne ou classique que électronique. Je trouve qu'il a vraiment sa palette qu'on trouve autant dans les albums solo comme son premier album qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe Oui, pas. tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de son, de rapport à la musique. J'ai préparé juste quelques questions. Alors, bonsoir. Bonsoir, Elia. On va pas dire quelle heure il est parce que ça importe peu. Eh ben, ça va être très important dans quelques minutes. Ça va devenir de plus en plus important. Oui, c'est ça. Alors, dans cette émission, normalement, je pose la première question à l'artiste par rapport à sa pratique. Et dans ton cas, c'est bien sûr la musique. Quand est-ce que tu as compris que tu voudrais composer, même si c'est le premier bribe de quelque chose? Non, je rigole, non pas parce que ta question est drôle, mais parce qu'à chaque fois que j'entends ce type de question, cette question, parce que c'est une question fréquente. Tu sais pas quoi répondre, c'est ça? Non, je sais, en fait, je saurais certainement, t'inquiète pas, je trouverai quelque chose pour répondre, mais j'ai tout de suite le flash, le souvenir d'une vitrine d'un magasin, en fait, d'une galerie d'art, si on peut l'appeler comme ça, à Honfleur. Donc une ville sublime, mais qui malheureusement est devenue victime de galeries d'art pour des touristes de peinture absolument affreuses qui se font la compétition. C'est vraiment totalement effarant. Et donc un des auteurs de cette peinture effarante, je me souviens d'avoir lu avec des amis un soir, on sortait de restaurant, un petit descriptif de comment est-ce il a commencé à faire de la peinture. Oui. Là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'en parle. Et je me souviens, donc je ne me souviens pas comment il s'appelait, on va dire Roger. Mhm. Et donc, euh, je me souviens que la formule était quelque chose comme faut-il parler du moment où Roger a choisi la peinture, ou plutôt du moment où la peinture a choisi Roger. Donc c'est en soi une formule déjà assez ridicule, mais en plus, en contraste avec les tableaux exposés donc, Et oui. dans la vitrine de galerie, c'était quand même très drôle. On a eu pas mal de bons moments parce qu'à chaque fois que je revenais en fleurs, tant que la peinture de Roger, de soi-disant Roger, parce qu'il s'appelait pas Roger, était Qui là, était choisi par l'art lui-même. qui était choisi par l'art, j'emmenais mes amis pour un petit moment de rire. Moi, Mais peut-être tu t'en souviens pas, hein, ou peut-être c'est pas... Non, en fait, c'est pas un moment, c'est juste que je viens d'une famille de musiciens. Mon père était compositeur, qui lui aussi travaillait sur plusieurs plans. Il travaillait en tant que compositeur de musique de théâtre, il faisait beaucoup de musique pour le théâtre, Mhm. et aussi musique contemporaine, en Union soviétique donc, entre Mhm. plusieurs villes, Tcheliabinsk, Kiev, parce que c'est lui qui est ukrainien, Mhm. et Moscou. Ma mère, qui est toujours vivante, était chef de chœur. Ouais. Elle ne fait plus ça aujourd'hui, mais toujours professeur de piano, et professeur de Mhm. piano à l'époque. Donc en fait, voilà, avec mon frère, on était dans un univers musical. C'était normal par mimétisme d'abord, et après, de plus en plus par conviction, commencer à faire de la musique. Je me souviens que peut-être vers 12-13 ans, je commençais à trouver vraiment très chouette de composer de la musique. Ça Mhm. m'amusait vraiment beaucoup. Je faisais des chansons. Tu le faisais au piano? Je les faisais à la guitare, au piano. Mhm. J'avais une sorte de groupe. On ne peut pas vraiment appeler ça un groupe parce que c'était trois copains qui faisaient n'importe quoi ensemble. Mais en tout cas, on avait en même temps des super références, des références Mhm. à la Russie. C'était la Russie des milieux des années 80. Mhm. Moscou, au milieu des années 80, c'était l'ouverture totale, l'arrivée de Gorbatchev, Oui, Perestroïka. oui. Toutes les musiques pop arrivaient par une énorme vague
plus ou moins officiellement sur le marché soviétique. Donc c'était aussi bien des vinyles que des cassettes pirates. Mais en tout cas, tout d'un coup, on avait un accès total à la musique des 30 dernières années. Le fleuve qui est arrivé Oui, sans barrage, quoi. c'est ça. Parce qu'avant, les gens qui s'intéressaient vraiment à cette musique-là, d'une manière ou d'une autre, arrivaient à se procurer des cassettes. Il y avait un marché noir, il y avait des gens qui partaient à l'étranger et qui revenaient avec des cassettes de là-bas, ou des CD. Ça commençait avec les CD déjà. Mais évidemment, il y a tout d'un coup l'accès libre. Et l'arrivée de tous ces groupes était absolument incroyable. On avait l'impression de vivre presque en temps réel, comme si ces groupes existaient à ce moment-là. Parce que l'excitation d'avoir un de leurs nouveaux albums, nouveau entre guillemets, mais il venait de sortir chez nous, donc c'était nouveau. C'était presque égal comme s'il était réellement édité à ce moment-là. Donc voilà, c'était une époque d'incroyable ouverture, et puis donc beaucoup d'influences musicales, pop, rock, Queen, Beatles, je me souviens, voilà, tout ça arrivait, Pink Floyd, Deep Purple, d'un coup, oh là là, mon micro a failli tomber. On a parlé tout à l'heure les micros aujourd'hui tient moins que les hommes. On va essayer. J'espère qu'il va marcher comme ça. On verra, sinon on le remettra à sa place. J'entends même que c'est mieux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, maintenant il est à sa place. Il faut les rappeler à leur place, ça ces micros. Et donc, voilà, c'était une époque extrêmement riche musicalement, et puis aussi, comme je disais, l'influence quand même de ton père qui, tous les jours, s'enferme dans le séjour, dans le salon, et compose de la musique. Ça avait certainement une importance. J'ai du mal à l'estimer, mais c'est évident que ça l'avait. Et donc voilà, tout ça ensemble, je me souviens que de plus en plus, entre 13 ans et on va dire 17-18 ans, quand on est déjà arrivé en France, je sentais que ce qui me plaisait vraiment, ce qui me donnait vraiment beaucoup de plaisir, c'était vraiment la composition et moins l'interprétation. Donc, Et est-ce que sur la composition, on peut parler de l'aspect même recherche, improvisation, ou est-ce que toi tu composais déjà un peu à la table avec tes idées écrites? Je composais déjà avec des idées écrites. L'improvisation, c'était pas trop mon truc. Le jazz, c'est une musique que je connaissais moins, beaucoup moins, et que j'ai mis longtemps à découvrir. Je pourrais dire qu'en fait, c'est une musique que je découvre plutôt ces dernières années. Et puis, mon père m'avait appris, évidemment, la composition, je l'apprenais surtout avec lui. Il était un formidable professeur, Yuli Galpérine, que je salue si là-bas ils reçoivent ton podcast. Il me disait, une œuvre ou une pièce ou une chanson est faite quand c'est fini. Et donc pour moi, il y avait cet aspect qui est toujours très important de cette forme, de cette forme qui doit être finie. La forme doit être élaborée jusqu'au bout, et que si c'est une improvisation ou si c'est juste un truc un peu avec un joli thème mais qui n'est pas développé, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de forme, c'est un peu comme si ça n'existait pas. Ce qui est d'ailleurs vrai. Après, évidemment, il existe tout cet univers de la musique improvisée qui obéit à d'autres règles, mais dans la musique écrite, si un thème n'a ni queue ni tête, c'est pas une musique, c'est juste une idée. C'est intéressant parce que du coup ça me rappelle aussi qu'en tant que musique classique, quand j'ai joué du violoncelle ou tu vas dans les orchestres, pour moi, souvent, je sais pas si ça s'était arrivé, mais tu sais, il y a des copains des parents qui arrivent à la maison qui disent « Ah, mais tu joues du violoncelle, mais joue-nous quelque chose. » Et moi, j'ai pas de partition, par exemple, tu vois. Et j'ai dit « Ah non, mais j'ai pas de partition. » Mais non, mais joue quelque chose. Et ce quelque chose, il est... j'ai mis des années à comprendre, à apprendre, parce que j'ai fait vraiment quelques années d'improvisation, de jazz, qui m'a en fait libéré. Et maintenant, peu importe l'instrument, je vais peut-être m'exprimer un tout petit peu. Ça va pas être fini comme tu dis, mais je pourrais en fait me dire, ok, il n'y a pas de partition, je stresse pas. Je peux un peu jouer et m'exprimer, même si c'est pas
Oui, Mais c'est pas... tout à fait. Non, c'est vrai que je pense que le fait de faire du jazz et de l'improvisation, même si l'improvisation n'est pas uniquement liée au jazz, ça Mm. libère énormément. Et Mm. c'est vrai que la peur dont tu parles de ce joue-moi quelque chose, moi je l'ai vu énormément avec des musiciens classiques. Eh oui. Les musiciens classiques qui restent dans l'univers de musique classique, même s'ils sont géniaux, si tu leur dis improvise-moi un truc, ils sont totalement bloqués. Ouais. Tétanisés. Comme parfois les musiciens de jazz qui sont géniaux dans l'improvisation sont pas très intéressants une fois qu'ils ont une Il y a des partition. partitions. Oui, oui. Donc voilà, c'est deux univers très différents. Parfois, ils se rencontrent quand la personne est intéressée par les deux univers. Mhm. C'est vrai que moi, après, j'improvisais. En fait, souvent, j'improvisais déjà pour composer, parce que pour composer, il faut bien commencer par Chercher, oui, complètement. chercher. Donc, la recherche, c'est l'improvisation. Mhm. Et je peux pas dire que j'avais une idée extrêmement précise en tête de la musique que je voulais faire. C'était une idée vague, c'était parfois une émotion, c'était parfois une énergie. Il fallait trouver un moyen de la transmettre par la musique. Et souvent, c'était de l'alchimie, de la recherche. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Tu peux commencer quelque chose, ne pas avoir une idée très précise, et tout d'un coup, il y a un son ou une improvisation, un thème, une mélodie, un motif qui va t'amener quelque part et qui va te prendre par la main et t'amener un peu dans sa direction parce que ça va résonner tout d'un coup avec toi. Mais C'est bien que tu dis ça parce que justement, là, je voulais noter un truc. Normalement, dans mes épisodes de podcast, je demande deux petites choses à la personne avec qui je fais l'entretien. à se taire C'est... Et de m'écouter. et de Voilà. t'écouter. Voilà, c'est ça. Et là, je n'arrive pas. Non, c'est pas vrai. C'est, la première chose, c'est, tu sais, j'ai fait l'année dernière des concerts sur les Safe Places. J'ai fait un projet sur les réseaux sociaux où, après des mois de thérapie, moi-même personnellement, je cherchais en fait entre guillemets, des endroits mentaux où je pourrais m'échapper en fait, mais pas vraiment être happy et bonheur, mais plutôt m'accepter dans cet endroit. Donc, je peux vivre des émotions, je peux être triste autant que heureux. Et j'ai appelé ça un peu les safe places, tu vois. Et je commençais à demander aux gens qui m'envoyaient deux, trois bribes de choses et je composais une safe place pour eux où ils se retrouvaient en fait. J'ai essayé vraiment de faire des choses très Je ne sais pas que tu as individuelles. fait ça, intéressant. Très Voilà. intéressant, ouais. Et ce que je voulais te demander, c'est que est-ce que tu peux me dire un son d'ambiance, un bruit peut-être, une ambiance qui te fait du bien, par exemple, je sais pas, forêt, mer, aéroport ou... Alors, certainement pas à l'aéroport, mais oui, forêt, ruisseau, si on cherche dans les trucs un peu classiques de la nature, je dirais plutôt ça. Mhm. Oui. Parce que pourquoi je te demande ça? Parce qu'à partir de ce moment-là, dans l'épisode, je veux le mettre derrière. Parce qu'on est D'accord. chez ton safe place, tu vois, on va Moi, dire. oui, Et... oui, voilà, je dirais plutôt oui, quelque chose qui est lié à la forêt, les oiseaux, le bruit de l'eau, mais qui se mélange à tout ça. Très bien. Des moments où moi j'avais du mal à dormir. J'avais expérimenté un peu ce truc-là et ça marchait assez bien. Oui, c'est vrai. Une ERL me disait que même pour nous, en tant que... Elle m'a dit qu'on est des sportifs d'oreilles. Oui, oui. Qu'il y a un truc qui marche, je ne sais pas s'il y a d'autres musiciens là qui écoutent en ce moment-là, que tu peux écouter le bruit tu sais, le vent dans les feuilles. Parce que c'est encore plus imprévisible que le bruit blanc. Et du coup, ça décroche complètement notre recherche constante de notes ou de rythme ou de ça. Mais bref, donc ça, c'est bien. Ça, c'est une ambiance que je veux mettre. Et l'autre chose, c'est que je demande 2-3 notes que tu peux me donner. Comme ça, je mets aussi tes notes à toi. Mais tu es musicien, bien sûr, tu vas me dire... Non, pourquoi pas. Non, parce qu'il y a des gens qui me disent des chiffres, par exemple. Mais... Ah, ok. Bon, alors, je chante des notes? Non, tu peux me les dire. Ah, je veux que je te dise. Do, ré, fa. Do, ré, fa. Très bien. Et bah, à partir de ce moment-là, pareil, je vais mettre une petite musique ambiante avec tes notes là.
et qui vont continuer sur le podcast. Mais Et du coup, ça me fait... Je vais beaucoup écouter ton podcast. ça me fait penser justement à un retour pour l'improvisation et tout ça par rapport quand tu ressens les choses dans la musique. Est-ce que toi, quand tu étais déjà petit, la musique te racontait des histoires, tu sais? Est-ce que ça te parlait un peu, qu'on peut dire? C'est une bonne question parce que la musique que je compose, aussi bien dans le cadre du cinéma, où on est obligé de raconter des histoires, on est obligé d'être narratif, même si on ne suit pas du tout l'image, même si on fait du contrepoint, et qu'on ne fait pas du tout de la musique illustrative, et en fait, c'est plutôt notre univers avec mon frère, c'est justement pas trop la musique illustrative. On est quand même narratif parce qu'il faut raconter quelque chose. On est devant une audience, un spectateur ou un auditeur, et on lui raconte une histoire. Dans mon album, ou dans ma musique personnelle, qui n'est pas la musique pour l'image, j'aime faire exactement la même chose. Évidemment, il s'agit d'une histoire abstraite. Il s'agit d'une histoire que chacun peut interpréter à sa manière. Je n'ai pas du tout envie que 10 personnes qui vont écouter cette musique séparément me racontent avoir vécu la même histoire. Évidemment, l'histoire est différente selon chacun. Mais l'idée de prendre par la main l'auditeur et l'amener dans un monde dans lequel il va se sentir intrigué, il va être curieux de ce qui se passe, il va suivre ce chemin, faire attention aux choses et les interpréter à sa manière, ça m'intéresse. Je pense que en tant qu'étudiant de conservatoire de CNSM, à une époque où les musiques atonales, un peu post-boulisiennes, étaient encore là, elle est beaucoup moins présente aujourd'hui dans la musique contemporaine. Il y a un grand retour à la tonalité, parfois même un trop grand retour, je dirais. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait encore toute cette obsession par l'abstraction totale, sentimentale, émotionnelle, où la seule chose qu'on pouvait dire par rapport à une musique, c'est intéressant. Je me souviens de ces moments douloureux dans des salles de IRCAM ou de la Cité de la musique où des compositeurs se ressemblaient tous, où il n'y avait aucune histoire. C'était plutôt des gestes musicaux que je pourrais résumer à... Très conceptuel. Totalement conceptuel. Évidemment, quand tu leur parlais, ils pensaient y mettre des émotions. Mais bon, on ne se rend évidemment pas compte de ce qu'on fait. C'est aux autres de nous faire le retour. Et évidemment, c'était beaucoup trop conceptuel. Et en gros, toute cette musique se résume à... Donc voilà, à des gestes un peu désarticulés. Et j'étais d'ailleurs très étonné, il n'y a pas longtemps, j'ai réécouté quelques musiques de ces personnages-là, qui avaient le vent en poupe à l'époque, et j'étais stupéfié de voir qu'ils font toujours de la même musique. Et évidemment, je pense que quand tu connais très très bien cette musique, donc plus que moi, alors que je suis quand même assez aguerri à la musique contemporaine, tu peux reconnaître des différences, mais ça sonne terriblement pareil. Donc là, si on revient sur le raconter des histoires, et voilà, que... j'ai compris que moi, ma musique, c'est pas ça. C'est que je me suis d'ailleurs à l'époque sorti très seul au conservatoire. J'ai compris que moi, ce que je veux raconter, c'est des histoires. Je voudrais permettre aux spectateurs de vivre des émotions, de me connecter à leurs émotions et de leur raconter des histoires abstraites abstraites. C'est une histoire abstraite qu'ils vont interpréter chacun d'une manière assez concrète. Oui, ça c'est intéressant. Parce que ça me rappelle, tu sais, il y avait un documentaire sur Solzhenitsyn qui était filmé par Sokurov. Oui. Et au début du film, il demande Solzhenitsyn, est-ce que les œuvres doivent nous faire vivre quelque chose, tu vois, et tout ça, parce que bon, quand même, les œuvres de Solzhenitsyn, c'est souvent dur ou lourd, tu vois, tout ça. Oui, il y a un côté un peu journalistique, un peu... Voilà, c'est ça. Et vu qu'on s'est dit que ça s'est vraiment passé, c'est facilement imaginable, du coup, c'est lourd ou quoi. Et il disait, vous savez, en fait, on ne peut pas imposer aux gens on ne peut pas imposer aux gens ce que j'ai vu pour
qu'ils voient la même chose en tant qu'artiste, mais ce que je leur propose, et chaque artiste doit vraiment faire ça, c'est que je leur propose un élan vers le catharsis. Si le catharsis ne se passe ou ne se passe pas, ça c'est leur question, leur choix. Mais mon art propose un élan, en fait. Je les prends, je fais hop, comme dans l'aïkido, tu sais, et ben tu tombes ou tu continues, tu te remets, c'est à toi. Mais au moins, ça t'a motivé d'aller quelque part, envers toi, quoi. Très jolie image de la part de ce Jeninsen. C'est vrai que moi, je l'aurais dit autrement parce que je n'ai pas fait de judo, j'aurais dit que j'aimerais proposer une sorte de voyage émotionnel, spirituel ou juste mental à des gens qui vont écouter ma musique. Et si le voyage ne se passe pas, c'est peut-être mon problème, c'est peut-être leur problème, mais en tout cas l'idée c'est qu'il se passe, c'est qu'il ait lieu. Et moi quand je regarde un film, quand j'écoute une musique, j'ai envie d'être embarqué dans le voyage. Et ce voyage, c'est d'abord, et c'est là où je rejoins complètement l'idée de ce Solzhenitsyn, c'est d'abord l'univers de l'autre, de l'artiste, du créateur. Le créateur crée des mondes dans lesquels il nous fait voyager. Et a priori, comme l'art existe pour nous faire aimer la vie, ces mondes-là nous sont censés à nous faire du bien, même si l'expérience est très intense. Et moi, en tant que créateur, plus je découvre d'univers nouveaux, c'est un peu comme un astrologue qui regarde dans son télescope, plus j'ai l'impression que les possibilités dans l'univers, dans la vie, dans la science, dans la musique sont infinies. Mieux je me porte. Par contre, je trouve extrêmement déprimant quand j'entends des mêmes choses, que j'entends toujours de la même musique, une musique souvent peut-être un peu trop commerciale, même si dans la musique commerciale il peut y avoir des choses absolument géniales. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui me déprime, et ce qui me rend heureux, c'est de tout d'un coup trouver un truc incroyable, complètement nouveau, et se dire ah oui, donc en fait il y a encore des nouveau univers possible. Mais c'est intéressant parce que du coup, est-ce que c'est nouveau pour toi, comme quand tu étais enfant avec les cassettes qui étaient déjà vieux, ou est-ce que c'est nouveau pour le monde aussi? Alors ça, franchement, pour moi, c'est pareil. Y a pas parce que c'est ta perception qui compte. Oui, en fait. c'est ma propre expérience qui est importante là. Après, dans l'absolu, si je sais qu'aujourd'hui encore on est capable de faire quelque chose de nouveau et de passionnant. Avec seulement 7 notes. Voilà, par exemple, avec une seule note. Et alors que tellement de choses ont déjà été faites, c'est une pensée qui me fait plaisir, qui me rend heureux. Mais d'abord l'expérience juste de découvrir quelque chose de complètement à part. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai découvert Nick Drake. Un chanteur pop rock anglais qui est mort très jeune, à 26 ans, qui a sorti 3 albums au début des années 70. Je ne pensais pas pouvoir faire une découverte aussi incroyable, alors que je connaissais très bien cette musique et cette période. Et tout d'un coup, je découvre ce mec dont je n'ai jamais entendu aucune chanson, avec un destin évidemment tragique, qui était assez peu populaire à l'époque, mais qui est devenu il y a quelques années grâce à une pub Volkswagen dont sa musique était utilisée, un génie. Donc voilà, tout d'un coup j'avais l'impression d'avoir découvert un nouveau monde, une planète qui existerait maintenant, à partir de maintenant, toujours pour moi, où je pourrais toujours aller, comme revenir dans un lieu de vacances qu'on aime. Qui est très cher pour toi. Oui, tout à fait. Oui, c'est un vrai cadeau dans la vie d'avoir une musique qui résonne de cette manière-là à moi. Mais là, ça m'amène à cette réflexion. Je voulais te poser la question, vu que on a tous les deux étudié dans les pays différents aussi, avant aussi d'arriver en France et tout ça. Est-ce que quand tu étais au CNSM ou quand tu es aujourd'hui compositeur, il n'y a pas, tu sais, en France, j'ai ressenti que catégoriser les choses est très important. Mais je suis compositeur, mais je fais ça, ou alors je fais que ce genre de musique. Et est-ce que
un choix de musique de film, on peut dire. Mhm. C'est quelque chose où on peut être plus ou moins libre parce qu'aujourd'hui, on m'a appelé pour du jazz, demain ça va être abstrait, après-demain je vais collaborer avec Drake ou après. Mhm. Est-ce que c'est un peu cette liberté d'être curieux qui est permise, qui séduit dans ce métier aussi ou Complètement. C'est une très bonne question qui ne peut venir que de la personne qui est passée par là. Je me souviens que quand mon formidable professeur chez qui je suis rentré au CNSM, Guy Rebel, était remplacé par une sorte de Poulenc de Boulez qui reproduisait un peu comme un automate sa musique. Je me souviens donc à la première rencontre, ce professeur m'a posé la question Evgueni, il paraît que tu fais des trucs un peu à droite, à gauche. Et très sincèrement, je n'ai pas trop compris qu'est-ce que vous voulez dire. J'ai dit pardon, je comprends pas. Il dit bah, tu t'intéresses pas à la musique du film. J'ai dit ah, musique du film. J'ai dit mais ça c'est pas à droite à gauche, c'est tout droit. c'est tout droit. Et je me souviens, il s'est vexé, il m'a dit mais tu te rends compte que c'est de la prostitution. Je lui ai répondu bah, ça veut dire que j'aime bien le trottoir. Après quoi, il est devenu définitivement très rouge, mais et d'ailleurs ça s'est très mal fini avec ce malheureux personnage. Mais ce qui est drôle, c'est que quelques années plus tard, une classe de musique du film extrêmement populaire maintenant s'est ouverte au CNSM. Et évidemment, aujourd'hui, ces frontières sont beaucoup moins claires. Mais tu as raison, la France est un pays où on intellectualise tout pour ce qui peut être formidable et ce qui a donné des philosophes ou des écrivains absolument géniaux. Mais on a un peu de mal avec le côté spontané, quelque chose qui n'est pas très maîtrisé, qui est un peu sauvage. Et c'est pour ça que la France est fascinée par les Russes et que les Russes sont fascinés par la France. Quand je dis les Russes, les Slaves, évidemment, ça va de même pour les Ukrainiens. Ou pour les... Comme ils disent ici les gens de l'Europe de l'Est, mais on est un peu regroupés. En tout cas, voilà, les gens de l'Europe de l'Est qui sont effectivement plus spontanés, qui sont plus dans l'intuition. Ça ne veut pas dire qu'ils n'analysent pas, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il y a un penchant plus par là que dans le côté de maîtrise totale. Et c'est bien là, par exemple, la différence entre un Moussorgsky, d'ailleurs, compositeur qui a vécu à Kiev, et né à Kiev, ou, par exemple, un compositeur français de même époque qui serait... je sais pas. Bon, Debussy était très jeune quand Moussorgsky était déjà connu. Oui, on va dire les groupes de 5, ceux qui étaient un peu avant. Non voilà. Oui. Ils sont tous un peu fin du siècle, oui, quand même, 19e, début du 20e. Bon, Berlioz, par exemple. Oui, voilà. Voilà, Berlioz. Oui, en sachant que Moussorgsky adorait les traités d'oxydation de Berlioz. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que ce que je voulais... C'est ça mon exemple, c'est que les Russes prenaient chez les Français une brillance d'esprit et d'invention, et les Français prenaient chez les Russes un côté un peu puissant émotionnellement. Et c'est des choses... Chez Berlioz, voilà, chose qui était fasciné par je ne sais pas quoi, je ne veux pas inventer parce que je ne me souviens plus exactement, mais je sais que Debussy était fasciné par Moussorgsky et que pour lui, c'était même plus qu'une fascination, c'était une sorte de porte de salut parce que le monde entier de la musique était influencé par Wagner au moment où Debussy commençait à composer. Il se sentait un peu prisonnier de ce nouveau mastodonte avec son style très fort et très reconnaissable. Et la vision quand même. Et donc il avait l'impression que c'était la seule issue, qu'on pouvait écrire faire que du Wagner, que se souscrire un peu à sa dogme. Et il a découvert Moussorgsky à ce moment-là. Il a compris qu'en fait il y avait d'autres voies dans la modalité, dans un refus de classicisme ou de certaines formes de classicisme, même dans l'orchestration.
c'était comme une sorte de bouffée d'air frais et ça l'a complètement débloqué. Je pense qu'il... Ouais, pour moi, Mossowski, pareil, je suis d'accord que c'était un personnage incroyable. Tu sais, qu'il a écrit, il n'a pas fini parce que malheureusement, cette idée n'a pas abouti comme il a pensé, mais il a écrit un opéra comique qui est inachevé, où il s'est dit, je vais faire chaque syllabe une note. Il faisait comme une espèce de rap, et du coup, ça existe, il y a des gens qui ont monté ça, mais c'est tellement hors, tu vois, tellement en avance il y a de des gens tout. qui ont monté ça. Oui, oui, Ah, oui, oui. génial. Et c'était tellement novateur que même lui, il a laissé tomber parce que... Oui, mais c'est fou, parce que en fait, on sait maintenant que Rimsky refaisait les arrangements et même un tout petit peu restructurait ses œuvres, comme ses opéras, pas parce que il voulait absolument participer au projet génial de Mussorgsky, mais parce qu'en fait, ses œuvres étaient refusées autrement. Ouais, Parce que c'était trop sauvage, c'était ouais, trop complètement. nouveau, trop bizarre pour ces gens. C'est pour ça, en fait, pour les gens de l'époque, pour les auditeurs de l'époque, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Godunov ou Karantina, moi qui n'aime pas trop l'opéra, ça fait partie des rares opéras que j'adore écouter et réécouter parce que, en fait, c'est presque des opéras rock. Oui, oui. Il Il y a une modernité, il y a une effectivement. incroyable Oui. modernité et il y a des moments de grâce absolue. Voilà, donc voilà, donc c'est vrai qu'en France on catalogue beaucoup et la musique du film était une incroyable solution pour pouvoir expérimenter et faire plein de choses sans être jugé. Surtout que voilà, en passant par SNSM à l'époque, c'était extrêmement strict, dirigiste. Et moi, j'avais évidemment refusé un bloc de tout ce qu'il proposait. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait virer au bout de 2 ans. Mais c'est vrai que la musique du film, c'était incroyable de pouvoir juste expérimenter, vivre la musique sans se poser la question de style. Juste ressentir quelque chose et... Juste ressentir, Ouais. faire, chercher, ne pas se dire que tu es là à 25 ans à devoir trouver ton style. Parce qu'effectivement à l'époque je ne l'avais pas. En fait je l'avais déjà en moi, mais je ne savais pas encore l'aboutir. Et je pense que le style est venu tout simplement à un moment, même à travers la musique du film, au bout de quelques années, où tout d'un coup j'ai compris, ben voilà, dans toutes ces expérimentations que j'ai faites, c'est ça où je me sens le plus à l'aise. C'est ça C'est ça qui te parle. voilà, c'est pas ma safe zone parce que la comparaison serait pas bonne, mais c'est ça où je suis. Voilà, c'est ça. Ouais, et le plus véritable à toi quand tu crées, quoi. C'est un peu C'est ça. ça. Aussi. Et aussi, voilà, j'ai le sentiment que c'est là où je suis le plus fort aussi. Pas seulement que c'est le plus agréable, mais c'est aussi là où j'ai l'impression que je suis le plus fort parce que je suis différent des autres et que c'est un peu comme si c'était mon territoire. Parce que oui, c'est intéressant. Je trouve que ça va ensemble parce que plus tu vas chez toi, plus tu assumes que c'est toi et toi, t'es pas comme les autres. De toute manière, ça va être un peu différent. Quoi. Exactement. Peu... Exactement. Mais c'est vrai que voilà, cette pression, et c'est pas seulement dans le monde de la composition, c'est aussi dans le monde je pense, évidemment, de la littérature, de la peinture. Oui, de la création. Quand je parle avec des jeunes peintres, cette pression de voir à tout prix, tout de suite, avoir ta personnalité, ta voix, ton style, je pense que c'est complètement contre-productif parce que, en fait, pour trouver sa voix, il faut chercher. Oui. Et c'est pas, sachant que énormément de choses ont déjà été faites et que la recherche étant forcément une aventure longue, il faut du temps pour chercher. Et donc, en fait, je pense qu'il faut d'abord apprendre le métier et après vraiment laisser le temps faire. À un moment, si cette voix individuelle existe, elle apparaîtra à travers le travail que tu fais. Oui, de toute manière. Mais c'est un peu, parfois, on a l'impression qu'on t'impose ça avant même que tu as commencé réellement à travailler, parce qu'à 23, 24, 25 ans, pour un compositeur, c'est beaucoup trop jeune, surtout aujourd'hui. Oui.
Oui, et ça, je trouve, ça m'amène à une autre question, là, on va vers la fin un peu, sur le visuel et la force de la connexion de ton inspiration, on peut dire, parce que quand tu fais la musique de film, soit tu as un script avec des images, ou soit tu as des bouts de film carrément, Mhm. et je pense, ben, c'est comme ça pour moi, mais qu'il y a une relation autant avec la couleur, par exemple, qu'avec la vitesse du montage ou des choses comme ça, Complètement. où finalement tu peux peut-être voilà, être en compassion avec cette idée de couleur. On n'est pas forcément synesthète, c'est pas la synesthésie pure, mais c'est, on peut dire, une synesthésie apprivoisée, quoi, quelque chose qui... Écoute, dans l'univers d'un artiste, que ce soit un film ou autre chose, mais là on parle du cinéma, un réalisateur, bon, tous les réalisateurs ne sont pas artistes évidemment, mais en tout cas font part de l'art, ils n'ont pas cette intention parfois. Mais en tout cas, comme je travaille beaucoup dans le cinéma d'auteur, je parle des réalisateurs qui ont leur propre langage, leur propre voix. Je pense que tout, absolument tout, fait partie de l'univers. Les couleurs dont tu parles, la vitesse de la caméra, en fait, le mouvement de la caméra, Même le mouvement de focus parfois. le mouvement de focus. En fait, tout fait partie de ce langage. Dans un langage, il y a des phrases, des mots, des silences, des intonations. Tout ça, ça fait partie du langage. Donc c'est normal que tout ça a une empreinte, il y a une importance pour la musique. Et par exemple, quand on nous demande de travailler, parce qu'on a fait quelquefois l'expérience et on a commencé par une heureuse expérience sur le film Faute d'amour d'Andrei Zvegintsev, Loveless. Quand on fait l'expérience de composer la musique sans les images et sans le script, juste à partir de quelques mots, quelques phrases du pitch communiqué par le réalisateur, ça marche quand tu connais déjà l'univers du réalisateur par rapport à ses films précédents. Ça marche particulièrement bien. Évidemment, il faut qu'il tombe en phase avec le tien. Il y a plein de choses qui doivent résonner entre elles, mais en tout cas, si par exemple on ne connaissait pas l'univers d'André, on n'y serait certainement pas arrivé. Mais c'est vrai que connaissant son univers, on connaît donc tous ceux qu'on a cités. Donc les couleurs, la vitesse de la caméra, son langage en fait. Son langage, son montage, sa manière de façonner les histoires. Donc une fois qu'on connaît ça et qu'on a imprimé ça en soi, on peut commencer à chercher une musique qui pourrait compléter le puzzle de cet univers-là. Et en plus, après, évidemment, on cherche une musique qui pourrait résonner avec l'histoire que le réalisateur veut raconter. Et la musique, évidemment, doit dire quelque chose que d'autres moyens d'expression ne peuvent pas. Parce que si elle est là juste pour souligner ce qui est déjà dit à l'image, un bon réalisateur, a priori, ne le cherche jamais parce qu'il considère qu'il a bien fait son travail. Oui, oui. Donc ça me fait penser, tu sais, que dans les créations de lumière pour le cinéma, il y a un terme, ils appellent motivate a light, donc motiver une lumière. C'est que quand on éclaire une scène, d'abord on cherche des choses fixes, comme une lampe ou quelque chose comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va joliment motiver pour la caméra les mêmes sources de lumière qu'on a en fait dans le plan. Et je trouve qu'un peu on a ce rapport avec la musique qui doit un peu motiver la narration ou motiver sans redire, mais en fait augmenter, quoi. Il y a un peu cette idée... La musique a plein de rôles différents. Donc effectivement, il y a celui-là dont tu viens de parler. Il y a aussi parfois mettre en évidence un aspect comme si on l'éclairait, mais en fait, s'il était mis en évidence avec les mots, ce serait trop... direct, trop illustratif, un peu vulgaire, trop illustrative, alors que les musiques peut le faire d'une manière beaucoup plus riche et beaucoup moins perceptible, donc du coup agir directement sur l'inconscient. Kubrick disait que la musique était l'arme la plus puissante dans les mains du réalisateur pour faire comprendre au spectateur
inconsciemment certaines choses, oui. Certaines choses. Oui. Et c'est vrai parce que la musique, c'est un lien incroyable entre le monde conscient et inconscient. Oui, oui. Qui est l'art certainement, mais dans la musique, voilà, on est toujours entre ces choses-là et on est toujours entre l'abstrait et le concret. Mais oui, c'est parce que parfois le public ne se rend même pas compte qu'il y a un son. Complètement. Mais Il y a oui. Ah oui, mais tu peux pas imaginer combien de fois les gens m'ont dit Ah, t'as fait la musique pour ce film-là ou pour cette série-là. Ah, mais j'ai adoré. Par contre, je me souviens pas du tout de musique. Moi, d'habitude, je réponds, mais c'est qu'elle marche très bien, du coup. Oui, c'est vrai. c'est vrai qu'en fait, un spectateur est là pas pour se dire ah tiens, le scénariste a très bien travaillé sur cette scène, ou oh là là, l'acteur est incroyable. Ça, c'est la déformation professionnelle quand tu travailles dans le cinéma. C'est ça, exactement. C'est quand tu es pro que tu avec le scalpel, tu découpes tout et tu analyses tout. Et encore, même quand tu es professionnel, tu essaies de t'oublier et de regarder le film. En général, quand le film est bien, tu y arrives. Quand il n'est pas bien, c'est compliqué. Oui, tu le décomposes. C'est ça, tu le décomposes. Mais c'est vrai que l'expérience est totale. La lumière, le son, les acteurs, le scénario, le caméraman, le monteur, le réalisateur. Le spectateur n'est pas là pour dire alors le travail du réalisateur est pas mal, le scénariste a peut-être moins bien travaillé. L'éclairagiste. Il a aimé, c'est le mérite de tout le monde. Il n'a pas aimé, c'est la faute du réalisateur. Ça, je vais le noter. J'ai juste une dernière chose, c'est que quand on a parlé de, comme tu disais, de langage qu'on nous impose à 24-25 ans quand on fait encore des études, et il y a pas mal d'ailleurs des jeunes compositeurs qui laissent tomber parce qu'ils ne comprennent pas et il faut juste copier ce qu'on a vu, mais du coup ça ne veut pas dire moi. J'ai un peu l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'aujourd'hui, dans nos générations, avec autant l'électronique que les possibilités, comme tu dis, de faire des musiques hybrides, de créer tes propres sons et tout ça, qu'on ne parle plus vraiment d'un langage d'un compositeur, à part si c'est par exemple John Williams, ok, ça c'est vraiment toujours symphonique, etc. Mais on parle plutôt, moi je parlerais d'une palette sonore en fait, et on va reconnaître aujourd'hui un compositeur grâce à ses timbres, aux couleurs, grâce aux applications et recherches des sons qu'il va faire, que plutôt de se dire, ok, lui, il fait toujours... à l'émotion aussi, à l'énergie, oui. Mais pas à la mélodie, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Bah oui, mais ça c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, nous vivons une époque beaucoup plus psychologique que romantique. Oui. Les mélodies, les grandes mélodies lyriques étaient... totalement en harmonie avec l'univers romantique, même les années 70, c'est extrêmement romantique, c'est après-guerre, avec plein d'espoir pour l'humanité. On n'avait pas encore trop d'idées par rapport au climat, par rapport au fait qu'on a peut-être merdé quelque part. D'ailleurs, c'est pas qu'on a merdé, c'est juste qu'on a créé évidemment des problèmes. On est quand même, on fait partie quand même de la nature, on n'est pas à part. Du coup, voilà, la psychologie s'est développée, tout est devenu beaucoup plus raisonné, tout est devenu beaucoup plus expliqué psychologiquement. Même les super-héros de Marvel agissent selon des schémas freudiens aujourd'hui. Oui. Les papas, les mamans, les vengeances, les complexes, ça fait tout de manière parfois schématique, mais en tout cas, c'est même rentrer dans cet univers-là, donc se dire... évidemment, dans cet univers-là, les mélodies lyriques n'ont plus vraiment de place parce que on est plus dans le réalisme que dans le romantisme. Parce que la psychologie, c'est le réalisme, c'est la recherche de la réalité absolue. Donc même la présence de son devient un leitmotiv et non pas juste exactement. une mélodie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'univers des compositeurs forcément évolue avec le temps et aujourd'hui ce n'est plus tellement à la mélodie et en tout cas à sa beauté qu'on va se référer. On va se référer plutôt à l'émotion, à l'originalité de sa palette sonore, comme tu l'as très justement dit, à la finesse et subtilité quand même de sa musique, parce que ça existe toujours. Ça, on peut avoir des super sons, mais ça peut être très frontal, très brut, très primaire, comme ça peut être extrêmement sophistiqué.
Ça me fait penser à Mika Levy, tu sais, avec oui, Under the Skin ou oui, Jackie ou tout ça. Mecca Levy, surtout Under the Skin, c'est un formidable Ouais. exemple de musique moderne, de film, dans lequel tu seras évidemment incapable de chanter une mélodie, mais il y a des sons et des gestes musicaux qui Ouais. sont très forts, très originaux, Mm. et tu peux les reconnaître parmi plein d'autres. Moi, je me retrouve très bien dans ces idées-là, et je trouve que chaque époque sa musique. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plus dans la palette sonore, dans l'utilisation des instruments, dans la manière dont tu communiques les émotions, dans la manière aussi dont la musique arrive à te surprendre, Mhm. parce que c'est quand même la surprise souvent qui permet d'avoir des émotions fortes, parce que Oui, quand parce tu qu'on écoutes les attend pas. exactement, oui, parce qu'en Ouais. fait tout d'un coup on se fait surprendre, on n'est pas confortablement protégé dans Mhm. une musique où à l'avance on sait très bien où elle va nous amener. Mhm. Tout d'un coup on se découvre, on est plus vulnérable, et si derrière il y a une émotion forte qui vient, bah, on sera beaucoup plus réceptif. Mhm. Je pense que quand on est en face de quelque chose où il y a une musique triste, orchestrale, Plus illustrative, on peut dire. plus connue, en tout cas Ouais. plus facile à cerner. Et on se Mhm. dit oui, c'est triste ce qui se passe, mais c'est un peu comme si on jouait, parce qu'on sait très bien que c'est Oui, un jeu. oui, 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 oui. Alors que si tout d'un coup, il y a, ah, oh là là, mais c'est quoi ce truc-là, mais Ouais. si on est surpris, là on est un peu à découvert, et propice à recevoir, à mon avis, des émotions plus fortes et plus intéressantes. Mais d'ailleurs, là, je pense que c'est vraiment la fin. Je voulais juste te dire. Non, C'est pas fini. je veux encore parler. Bah, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir d'échanger avec toi. C'est pareil pour moi. Et je voulais juste te dire un truc, c'est qu'on ne se connaissait pas encore à l'époque, mais quand je te parlais de Safe Place, il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, 2 ans et demi, 3 ans, j'avais un peu des moments difficiles dans mes relations amoureuses à l'époque. Et un ami m'a conseillé de regarder le remake de la série de Bergman, Les scènes de la vie conjugale, Tout à fait. avec Oscar Isaac et Jessica Chastain, et ta musique avec ton frère. Et comme tu dis, moi, c'est marrant parce que du coup, maintenant, les moments quand je me rappelle de ça, je me rappelle de ta musique, tu vois. Parce que, un peu, les émotions que j'ai vécues, autant dans la vie réelle qu'en regardant le film, ils me sont gravés avec ce thème. Et ce que je voulais te dire, je voulais te remercier pour ce morceau, donc pour le thème principal, pour tout l'album bien sûr, mais pour le thème principal, qui est, je trouve, très efficace parce qu'il est très épuré, et en même temps, il est à la fois fragile et fascinant, et je sais pas, et je pense que, je m'en rappelle, j'ai fini l'année en Spotify, il m'a dit que c'était le morceau le plus écouté de tous mes morceaux. Parce que c'était vraiment ma safe place, tu vois. Génial. À chaque fois, je me le mettais, j'arrivais à me dire que rien n'est grave, c'est ok, la vie arrive à tout le monde, c'est normal. Tu vois, c'est assez fou, mais du coup, je voulais te remercier. Génial. Mais écoute, je transmettrai à mon frère qui est co-auteur de cette musique. C'est vrai que c'est exactement ça, cette musique-là. Tu vois, on parle de l'abstraction, du fait que chacun l'aperçoit à sa manière, mais c'est vrai que dans un film, ça devient un peu plus concret. Parce que le film donne du sens, et cette musique, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'était créé pour montrer que peu importe à travers quoi passent les personnages principaux, quelle incroyable tempête ils traversent sentimentale, ça va aller. Ça fait partie du jeu, et qu'à un moment, ça se calmera. Et c'est vrai d'ailleurs, dans cette histoire, on voit que... Oui. Que ça se règle. Oui, que ça se règle, et ça finit par arriver, parce que de toute façon, la plupart du temps, ça se règle. Et que voilà, c'est comme si c'était tout l'alénéa de la vie, très fort. Il y a quelqu'un qui était là à côté pour te dire, t'inquiète pas, keep going. Tu sais, il y a Churchill qui disait une phrase. Bon, c'était pas l'inspiration pour cette musique, mais Churchill disait une phrase géniale.
comme beaucoup de phrases de Churchill qu'on cite, If you're going through hell, keep going. Vous trouvez la sortie, quoi. Oui. Bah oui, de toute façon, si t'es au milieu de l'enfer, il faut continuer à marcher jusqu'à ce que tu t'en sors. Parce que ça sert vraiment à rien de rester au milieu, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, écoute, merci énormément pour cet Merci à entretien toi. passionnant parce que ça m'a vraiment permis de parler de plein de choses, de musique, de... Voilà. Et aussi comment elle est perçue dans les pays différents. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que la musique est toujours un miroir de la société et un peu l'essence et qui transmet pas mal parfois certains aspects de cette société. Ce qu'on peut dire sans les mots, c'est un peu ça. Oui, du coup, c'est sur de l'énergie que du coup, voilà, en fait, donc on peut très bien voir à travers la musique les aspects les plus typiques, essentiels du caractère des gens de ce pays. C'est pour ça que entre Ravel ou même Debussy ou Mussorgsky, il y a plein de choses en commun et en même temps une énorme distance très importante. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi complémentaires. Et que peut-être une des meilleures œuvres de Ravel, c'est l'orchestration des tableaux de Mussorgsky. De Mussorgsky. J'ironise un peu, évidemment. Mais quand même, c'est génial, mais c'est quand même incroyable qu'un mec aussi structuré, aussi intellectuel, et que Ravel, qui n'aimait rien de ce qui était un peu électron libre. D'ailleurs, on connaît sa compétition avec Satie et leur cette rivalité là. Leur rivalité, parce que c'était la rivalité de deux mondes. Et tout d'un coup, il se met à orchestrer les tableaux d'exposition de Mussorgsky, qui devient une œuvre à part incroyable. Parce que je pense que les extrêmes opposés sont fascinés les uns par les autres, et que Ravel était certainement fasciné par Mussorgsky, alors que Mussorgsky se trouvait complètement de l'autre côté à l'opposé de lui, de l'autre côté de la rivière. Ça me ramène à une phrase pour finir, parce qu'on a déjà parlé de ça, qu'il y a une sorte d'amitié qui est importante, non ? Que ça soit complémentaire, comme ça, dans l'art, ou que ça soit... peu importe en fait les pays, les temps, les époques, les générations, ces espèces d'amitié universelle au fond de nous, c'est ce qui nous permet de faire des podcasts le soir, tous les deux, ou... Très tard. Voilà, très tard. C'est vrai. Dans l'amitié, il y a forcément l'idée de la complémentarité. Et ça se transmet très bien en musique. Un demi, c'est un intervalle, et demi-sol, c'est un accord. Alors là. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et peut-être à très prochainement. J'espère que vous allez tous découvrir plein de musiques de Evgueni et Sacha Galperine, que je vais vous mettre en lien. Et écrivez de commentaires et suivez-les de près. Merci. Au revoir.